Collègues et néanmoins amis, on va débuter notre séance et je dois effectivement tout d'abord vous dire que nous sommes filmés. Dorénavant, ça va être sur le Facebook de la ville, je vous l'ai promis, donc c'est la première ce soir. Donc tout ce que vous allez dire sera enregistré et diffusé. C'est déjà pas la première fois, n'est-ce pas, mon cher Pierre, hein? Tu as supplanté ce que nous devions faire et je vous en remercie d'ailleurs. Alors, je vous annonce également que nous aurons une séance du Conseil à huis clos après notre réunion publique. Et je vais donc effectivement vous dire qu'on a un certain nombre de personnes qui ont eu des problèmes de santé. Hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, Brigitte Boiron a donné pouvoir à Véronique de Balanda, Philippe Bouvier à Franck Lelièvre quand il arrivera. Bonjour Ingrid, comment? Oui, il va arriver, je le sais, monsieur. Alors, Ingrid Couton, donc jusqu'à son arrivée à Marie-Liesse Salin, mais c'est réglé. Béatrice Vivien à moi-même, Marie-Alès Valls à moi-même, avec là, je tiens à vous dire, des problèmes de santé assez durs. Et quant à Magali Nicole, elle donne à Charles-Philippe Moore, quand Charles-Philippe Moore sera là, à l'heure, n'est-ce pas? Bien. Et Anne Lavagne, jusqu'à son arrivée à Jannick Géin. Il n'y a pas d'autres délégations? Non? Eh bien, c'est parfait. Alors, je vous propose de nommer, nous avons largement le quorum, hein, je vous propose de nommer Anne Vuaille comme secrétaire de séance. Pas d'objection? Pas d'objection. Alors, j'en viens maintenant à l'approbation des comptes rendus. Il y en a deux. Y a-t-il des problèmes? Madame Géin. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, comme d'habitude, nous ne voterons pas les comptes rendus pour la raison que vous connaissez, qui est que les discussions autour des délibérations ne sont pas présentées dans les comptes rendus. Là, on a le rapport d'orientation budgétaire et le budget, donc ça, c'est parfait. On n'a aucune remarque, mais on n'a toujours pas de la transcription des discussions. Alors, je vous confirme que les comptes rendus sont effectués conformément à la loi et que nous avons donc retransmis notamment les interventions sur les questions. Voilà, donc voilà. Pas d'objection. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, vous ne le votez pas, c'est ça, abstention? Non, on vote contre. Très bien. Voilà, un grand pas en avenir. Merci. Donc, c'est tout. Alors, donc, voilà, bien. Merci pour ces explications de vote. Il y en a deux. Alors, maintenant, j'en viens à une série de L2122 que je dois vous rendre compte. Vous avez vu que ça va du numéro 52 au numéro, que je regarde bien parce qu'il y en a 5 pages, au numéro 97, c'est-à-dire qu'il y a 98, c'est-à-dire qu'il y en a pratiquement une cinquantaine. Bien. Alors allez-y, posez vos questions. Madame Singer. Bonsoir. Sur la 56, la décision relative au marché de travaux d'installation électrique, est-ce que vous pouvez nous dire quelles installations cela concerne, s'il vous plaît? Oh, c'est très simple, je crois que c'est un marché à bon de commande, c'est ça? C'est le 56, hein, laissez-moi regarder à nouveau. Oui, ce sont tous les travaux à l'intérieur des bâtiments municipaux. Voilà, c'est ça. Alors la somme qui vous paraît très importante, puisqu'il y a une enveloppe de 500 000 euros, mais il est évident qu'on ne va jamais aussi haut et qu'en réalité, c'est simplement pour qu'on ait une marge de manœuvre. Je vous rappelle que c'est sur ces marchés à bon de commande que nous avions pu faire face, notamment en matière d'assainissement, à la réfection de l'égout, c'est le cas de le dire, qui avait sombré. Vas-y. Non, c'est pas tout à fait ça. Là, c'était d'urgence. C'était l'urgence, j'entends bien. Mais enfin, on avait quand même pu y faire face. Autre remarque. Madame. On a une série de décisions sur le site Malesherbes, sur la décision de modification des marchés de maîtrise d'œuvre. Quel numéro, s'il vous plaît? Vous avez j'y viens, la 54. Oui. Vous avez également la 72 et une autre qui est la 4, non pas la 80.
juste après 90. Donc Ah. c'est sur différents lots et je pense qu'il peut être intéressant qu'on ait une précision. Alors, Claude va vous répondre dans le La- détail. La 54, le supplément d'honoraires de 22 000 euros, cela concerne la signalétique. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'équipe d'architecture, ça nous semblait plus homogène, qu'ils travaillent sur la signalétique. Donc, ce n'était pas prévu dans leur marché d'origine. Ensuite, quel numéro, s'il vous plaît? 72. C'est le lot numéro 8, VRD espace vert. Oui, je l'ai signalé lors de la commission urbanisme et travaux. On a modifié le projet, notamment dû à la présence d'un transformateur, donc qui avait des répercussions sur les travaux de VRD. Donc, on a donc déclaré sans suite l'attribution de ce marché. Il est relancé actuellement et les entreprises répondent pour le 4 juillet. Ensuite, 90. Le lot Alors, siège, lot numéro 7. c'est pour les sièges. Oui. Ben, c'est également une explication que j'ai donnée en commission. On avait 8 marchés qui étaient des marchés de travaux. Or, le lot des sièges, ce n'est pas un marché de travaux, c'est un marché de fourniture. Donc, les critères qui ont été mis en place par la maîtrise d'œuvre ne s'appliquaient pas à ce type de marché. Donc, on relancera ce marché à la rentrée sur le mode de fourniture. Ce n'est pas du tout l'absence de candidats. On a eu 8 candidats qui ont répondu, mais c'était très difficile de les départager avec les critères qui correspondent surtout à des marchés de travaux. Merci. Ce n'est pas le cas. Bon, vous avez vu qu'il y a pas mal de renouvellement de logements, bref, etc. Il n'y en a pas d'autres. Bon, je vais passer aux informations. Donc, je vais passer... Qu'est-ce qui se passe, madame? Allez-y. Bonsoir, merci beaucoup. Il s'agit de la numéro 82. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner le contexte de cette demande de permis de construire sur le 2 avenue de Wagram, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il s'agit d'un refus que nous avions effectué à propos d'une installation de verrière qui était mal placée, c'est tout. Au 2 avenue de Wagram. C'est un refus, donc bien sûr, il conteste. Il faudrait quand même vous dire que quand on prend une fois la parole, eh bien, vous évacuez toutes les questions que vous avez, puis ensuite vous revenez là, Bon, Madame Singer, vous voyez comme je suis bon. Je ne sais pas si je vais m'en remettre. Non, je voulais juste savoir pour la 71, mais je pensais que vous préfériez qu'on déroule les questions une par une. Hein. Donc pour la 71, la convention d'occupation à titre précaire au profit de monsieur et madame Sébastien Le Gallo. D'habitude, c'est pour des agents. Et là, il semble que ça soit pour des gens qui ne sont pas des agents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est laquelle, vous dites? 71. 71, attendez, j'y viens. Ah oui, c'est des personnes qui nous ont demandé, voilà ce qui se passe. Nous avons racheté, parce que c'est un vieux projet, et il y avait donc des laissés pour compte, et donc nous avons, le département nous ont vendu tous ces terrains qui sont en berge de Seine, en remontant sur la ville. Et il y a quelqu'un qui était à côté qui voulait l'acheter, dit non, on ne le revend pas, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. En revanche, puisque vous voulez avoir une petite partie, c'est pour la famille, donc on vous le loue et on le renouvelle chaque année. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, ça doit être au moins, ça ne fait pas 10 ans, mais peut-être pas loin. Madame. Eh oui, d'autres questions. Eh oui, écoutez, serriez vos idées, serriez vos questions, mobilisez votre esprit. Merci, vous avez la parole. Non, mais je préfère aussi laisser la parole à d'autres personnes, à d'autres conseillers municipaux qui voudraient aussi poser leurs questions, parce que si je déroule mes questions pendant 10 minutes, c'est pas très démocratique. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on le fait en logique.
La 74 porte sur le projet de la création d'une salle de danse à l'ancienne usine des eaux de la commune. Il y a une modification du marché de maîtrise d'œuvre également. Donc, je voulais avoir des éléments complémentaires. Oui, on a étudié l'avant-projet présenté par l'équipe de maîtrise d'œuvre et avec l'avis du service urbanisme, ce projet n'était pas conforme aux normes du PLU. Il y avait notamment un retrait par rapport à l'alignement de la rue qui n'était pas acceptable. Donc on a demandé à l'équipe retenue de revoir leur projet. C'est pour ça qu'il y a eu un avenant. Voilà. Une deuxième? Allez-y. Ah, une dernière? Oui. Juré. Allez-y, madame. Là, attendez, je la retrouve du coup. La 80, c'est sur le terrain de foot. En fait, les précisions que je demande, c'est parce que je dis pour les personnes du public, c'est une décision pour le marché de maîtrise d'œuvre pour le remplacement du gazon synthétique du terrain de football au Parc des Sports. Il y a 2 terrains actuellement, un qui n'est pas utilisé. Est-ce que ces modifications emportent une conséquence sur le 2e terrain? Est-ce qu'à l'issue, on aura 2 terrains exploitables ou pas? A priori, non. Pour l'instant, non. Ça concerne uniquement le terrain actuel synthétique qui va être refait, ainsi que l'éclairage. Je vous dis que sur le terrain qui n'est pas, vous savez, qui est en terre et qui est utilisé aujourd'hui un peu de manière très libre, je vous rappelle qu'un terrain engazonné, c'est 800 000 €. Donc, on y va crescendo. Voilà. Bien, merci pour toutes ces questions. Et j'en viens maintenant aux informations du maire et aux questions. Et je vais donc passer la parole à Gino Lecqui, d'abord pour le SIAP et ensuite l'accès au point d'accès public. Oui, alors en ce qui concerne l'exercice de sécurité civile, il a eu lieu donc le 22 juin. C'est un exercice qui se comprend sur l'ensemble du territoire national à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Et pour Maisons Laffitte, c'est le préfet qui avait choisi un certain nombre de communes, dont Maisons Laffitte. Donc, un message du préfet nous a alertés. Donc, c'était le 22 à 9h35. Et l'exercice a duré jusqu'à 12h22. Les autorités qui étaient concernées, c'était bien sûr les autorités de Maisons Laffitte. Il y avait donc une cellule de décision au siège de la police municipale, donc avec l'adjoint à la sécurité, la directrice générale adjoint, les responsables de la police, plus un informaticien. Il y avait une cellule distincte de la préfecture et surtout l'ensemble des manœuvres était de la compétence des services préfectoraux et de cette cellule opérationnelle départementale. Pour faire bref, l'essentiel, c'était de voir comment nos services allaient réagir par rapport à une situation donnée. Et bien sûr, la situation donnée était lancée par les services préfectoraux. Donc, l'annonce, c'était un nuage de chlore qui apparaissait, les conséquences, le confinement. Alors, nous avons eu des questions sans cesse, puisque le but, c'était de recouper par rapport à nos moyens, notamment s'agissant du confinement à la piscine, du confinement à la bibliothèque, du confinement dans un club hippique, du confinement à l'hippodrome, du confinement à l'église Notre-Dame de la Croix, etc., etc. Alors, nous avons répondu à ces questions et le but, évidemment, c'était que les autorités puissent voir quelle liaison existait entre cette cellule opérationnelle départementale et notre propre cellule. Pour faire bref, bien sûr, il faudra aussi améliorer les conditions, mais comme je le dis, un exercice est un exercice. La population n'était pas concernée. Malgré les informations données sur notre site, vous avez quand même 45 Manceuniens qui ont téléphoné en disant qu'est-ce qui se passe, et puis même 6 qui se sont présentés dans les services communaux. Voilà, l'ensemble s'est très bien passé. Vous avez eu un message final du préfet
Et ensuite, il nous appartiendra de peaufiner, d'améliorer les liens entre les autorités départementales et les services municipaux. Voilà en ce qui concerne la sécurité civile. La deuxième partie, c'est le point d'accès aux services publics. Vous savez que ça avait été un des points de notre programme, donc nous voulions le mettre en œuvre. Depuis le 1er janvier, il existe une unité administrative avec un responsable qui est chargé de ce problème, mais de janvier à avril, j'avais souhaité que ce soit des liens avec différentes autorités, puisque la constatation, c'est que vous envoyez des messages ou vous essayez de prendre la tâche des services publics d'une façon générale et vous n'avez jamais aucune réponse. Et à partir du 1er avril, il y a eu effectivement, rue du Fossé, des accueils importants. Alors, pour faire une synthèse, il faut dire que nous avons eu la visite de 81 personnes, que ces personnes ont exposé 91 problèmes, et les natures de ces différents vont dans tous les sens. En tête, vous avez tout ce qui concerne les papiers administratifs, carte d'identité, passeport. Il y a eu 16 questions qui ont été posées et qui ont été réglées. Vous avez aussi les impôts, puisque les impôts ne répondent pas toujours, 16 également. Et puis, vous avez la sécurité sociale. C'est vraiment 3 blocs importants. Ensuite, vous avez les affaires familiales, une dizaine, et puis tout le reste est éclaté entre les différents services publics. Alors, j'y tiens, et c'est très important, nous n'avons aucune mémoire des demandes, parce qu'effectivement, il faut préserver l'intimité des personnes et puis respecter les principes généraux du droit. Globalement, il n'y a que 3 questions qui n'ont pas été réglées, parce que souvent ce sont des services qui ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais je tiens aussi à vous dire, à mon grand étonnement, qu'il y a la moitié des personnes ayant plus de 60 ans et la moitié des personnes moins de 60 ans. Donc, comme nous le disions, ce n'est pas seulement un problème de seniors ou de seniors plus, ça intéresse vraiment tout le monde. Nous avons même eu des personnes de moins de 25 ans, parce qu'il n'y a aucune réponse par rapport aux services publics. Je dois dire aussi, et j'en terminerai là, sur le site, on a essayé de regrouper, donc rue du Fossé, toutes les associations partenaires, aussi bien les avocats qui viennent à titre bénévole, que Victimes 78, que les services de famille, pour qu'effectivement, à l'occasion de cette démarche, les personnes puissent entrer en contact avec des responsables ou avec des agents compétents pour la matière. Donc, nous allons poursuivre, mais ne croyez pas qu'il s'agisse d'un problème très marginal et intéressant les gens de plus de 60 ans, pas du tout. C'est vraiment une demande. C'est dans ce cadre-là que nous tenterons d'y répondre. Merci Gino. Alors, je vais m'adresser maintenant à Arthur Dehaene qui va nous parler de la culture urbaine. Merci, monsieur le maire. Alors, vous le savez, nous avons porté le thème du rajeunissement comme un thème dans la campagne de 2020. C'est un engagement que nous tenons et auquel nous avons particulièrement tenu au plan culturel. Parce que, vous le savez, à Maison Lafitte, eh bien oui, il y a aussi, comme partout ailleurs, des jeunes qui ne partent pas en vacances, et on ne les oublie pas. Et donc, on a organisé avec les services jeunesse de l'espace Sivom pour la ville du Mesnil-le-Roi et la ville de Maison Lafitte, une grande semaine des cultures urbaines. Et donc, c'est quelque chose qui était demandé par les jeunes. On a été à leur écoute. Et cette semaine aura donc lieu la semaine du 4 juillet. Alors, il y aura toutes sortes de manifestations, de la danse, de la musique, du cinéma, toutes sortes de pratiques liées à ce mouvement qu'est le mouvement de l'art hip-hop, et dans lequel, à Maison Lafitte, il y a des talents. Et donc, on s'appuie sur ces talents, pour faire en sorte que, justement, les jeunes de cette ville passent des vacances auxquelles ils ont droit.
Alors, j'avais décidé de vous parler de l'hippodrome, bien évidemment, et deux de nos concitoyens, deux conseillers municipaux d'opposition, ont préparé des questions. Alors, je vous propose de faire ainsi. Je vais bien sûr vous parler de l'hippodrome. Madame Kéraudrin, vous allez poser votre question, et Yannick Géhin, vous allez poser dans la foulée votre question, et j'y répondrai avec des éléments précis. Allez-y. Madame Kéraudrin. Merci de me donner la parole. La question intéresse tout le monde, à mon avis. Donc, monsieur le maire, je vous poserai une question ce soir, toujours la même question. Où en sommes-nous dans le dossier de l'hippodrome? Pour faire court, le 6 octobre dernier, le conseil municipal a voté en faveur de l'acquisition par la ville du site de l'hippodrome pour 7,5 millions d'euros. Décision que j'ai soutenue par un vote pour, d'ailleurs. Puis vous avez annoncé que l'achat effectif aurait lieu cet été, en juin-juillet 2022. Nous y sommes désormais, le 27 juin. Qu'en est-il de cet achat? Je pense qu'il est important d'avoir ce point d'actualité. L'absence de communication sur le sujet est très inquiétante, pour les Mançonniens notamment, puisqu'on nous pose régulièrement la question, d'autant que vous étiez engagé à faire parvenir fin avril aux membres du Conseil le dernier rapport de désamiantage, rapport que nous attendons encore ce jour. La promesse faite aux Mançonniens du retour des courses en 2023 est-elle devenue illusoire ou est-elle tout simplement tombée dans l'oubli? En tout état de cause, je vous remercie, monsieur le maire, de bien vouloir faire la lumière sur cette affaire. Bon, merci. Madame Géhin, posez votre question. Monsieur le maire, le temps passe et malgré vos multiples déclarations, l'hippodrome est toujours vide. Aucune course, aucune activité, aucun avenir et il se dégrade. Nous vous demandons de bien vouloir faire un point clair et précis de l'avancement de votre proposition d'achat à France Gallo et de communiquer à l'Assemblée la réponse de France Gallo. Pourriez-vous également nous dire si l'appel d'offres est lancé? Merci. Alors, je vais vous répondre par le menu. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que ça ne se fait pas en claquant les doigts. Alors, effectivement, je vais vous rappeler la chronologie, parce que c'est quand même assez long. Je vous rappelle que le 15 février, et ça, ce sera par écrit, donc vous l'aurez tous, le 15 février 2021, j'ai reçu l'inspecteur des domaines, Mohamed de Longeoil, un type très bien. Le 1er octobre 2021, il a remis un rapport sur le coût d'achat de l'hippodrome à 7,5 millions, dont un coût de désamiantage estimé par les domaines, par lui, à 450 € par mètre carré, soit 5 100 000. Le 6 octobre 21, la ville, et vous y étiez, le conseil municipal décide à une large majorité d'adresser à France Gallo une offre d'acquisition et de demander à l'EPFIF de porter cet achat. Le 8 octobre 21, j'écris au président Rothschild pour acquérir l'hippodrome. Le 8 novembre, le président Rothschild me répond et accepte d'étudier la proposition de la ville. Le 12 novembre, France Gallo demande d'ailleurs un certificat d'urbanisme délivré le 25 novembre 2021 afin justement de permettre la rédaction de l'acte notarié. Le 30 novembre 2021, le directeur régional Gilles Bouvelot, directeur régional de l'EPFIF, accepte l'acquisition dans le cadre de notre convention Ville-EPFIF signée en 2017. Le 7 décembre 2021, France Gallo autorise le diagnostic amiante. Lettre de Laurent Baragnon à l'EPFIF, qui est le directeur financier, et le désamiantage débute en janvier 2022. Non, c'est le diagnostic, c'est lancé en janvier 2022. 5 avril 2022, remise du rapport. Désamiantage, coût beaucoup plus important que l'estimation des domaines. Sur le fondement du rapport, l'EPFIF prend la tâche de France Gallo, dans la foulée donc d'avril, pour reconsidérer le prix d'achat. C'est-à-dire qu'il y a une négociation qui s'engage. Le 2 juin 2022, le service des domaines qui ont été à nouveau saisis par l'EPFIF rééquilibre
et tiennent compte dans le prix le coût du désamiantage. Le 15 juin 2022, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, l'EPFIF donc fait une offre à France Gallo qui tient compte du nouveau coût du désamiantage. Et in fine, France Gallo indique qu'il y aura début juillet un conseil d'administration pour examiner l'offre de l'EPFIF. Comme vous le voyez, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et quand j'entends un certain nombre de commentaires en disant « vous n'avez rien fait », etc., c'est tout simplement que, bien évidemment, l'EPFIF fait son travail et qu'il a obtenu une réévaluation, bien évidemment, du service des domaines et qui va dans le sens de ce que demande l'EPFIF. Reste, bien sûr, à ce que ça soit accepté. Nous savons qu'on a de bonnes chances que ça le soit début juillet, à une date que je ne vais pas vous donner pour la bonne et simple raison qu'on l'attend. C'est très rapide. Et ce qui est certain, c'est que ça va nous permettre ensuite un achat de l'hippodrome, parce que derrière, il y a une série, notamment d'études à faire, et une série que les actes notariés doivent être, enfin une série de travail des notaires pour l'acquisition, et c'est simplement en bonne voie. Un instant, madame. Et donc, pour ce qui est justement de l'étude de diagnostic, que je vous ai dit que vous la donnerez, c'est pour l'instant toujours un élément préparatoire à la décision finale. Et je pense que courant juillet, je serai en mesure de vous le donner. Voilà ce que je peux vous dire à ce propos. Je peux vous dire également, et vous le savez parce que je crois que je l'avais dit, que le coût du désamiantage a bondi d'environ 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est passé de 5,1 à 8 environ. Et donc, tout cela sera public dès que nous aurons, que France Gallo aura accepté, je pense que c'est en bonne voie, la proposition de l'EPFIF. Voilà ce que je voulais vous dire. Madame Géhin, je vous ai répondu. J'ai encore une question, monsieur le maire. Ben oui, mais il fallait la poser avant. Non, c'est un débat. Non, il n'y a pas de débat. Alors, on va se mettre tout à fait d'accord. Parce que cette manie de rebondir sur les questions, vous posez vos questions, je vous réponds, point barre. Et vous avez peur de... J'ai peur de rien du tout, mais ce n'est pas pour la peine. Nous avons encore d'autres questions derrière, très importantes. Moi, j'ai encore une question, quand même. France Gallo. Alors, France Gallo s'est réunie la semaine dernière et lors de son comité a refusé... Non, mais vous... Écoutez, madame, arrêtez de colporter des rumeurs. Mais c'est une manie chez vous. France Gallo n'a pas refusé, c'est le conseil d'administration. Il y avait un comité, et ce comité, c'est autre chose. Il le passe au conseil d'administration. Alors, cessez de dire des non-sens. Mais c'est incroyable, ça. Qu'est-ce que vous êtes là? Vous êtes là pour ramasser toutes les rumeurs qui traînent en ville? Enfin... Restez correct. Ben vous devriez rester correct, madame, parce que ce n'est pas le sujet. Le conseil d'administration se réunit en début juillet. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que ça va bientôt faire 4 ans que vous nous retardez? Madame, effectivement, est-ce que vous vous rendez compte que ça se fait en claquant des doigts? Est-ce que vous vous rendez compte, vous permettez? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a véritablement agi comme on devait le faire et que vous avez osé voter contre le rachat de l'hippodrome par la ville? Et ça, c'est politiquement une faute. Bien sûr qu'on a voté contre. Mais ce n'est pas vrai, madame. Ce n'est pas vrai. Vous permettez? Écoutez, madame, s'il vous plaît, vous tenez... Est-ce que franchement, au vu de ce que je viens de vous dire, de vous rappeler, c'est un blanc-seing? Non. Nous avons une convention avec l'EPFIF qui date de 2017. Nous l'appliquons. Tout cela rentre là-dedans. C'est une décision qui a été prise par l'EPFIF de poursuivre dans ce cadre et qui a été actée par le directeur régional. Tout ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Tout ça s'est fait par de très nombreuses explications.
tout simplement parce que nous sommes dans le bon cadre d'action et que, effectivement, ça a été difficile. Nous avons reçu le renfort, notamment de tous les professionnels des courses, et Véronique pourrait vous en dire un mot, pour justement faire réouvrir l'hippodrome, et c'est en bonne voie. Tout simplement, ça ne s'est pas fait comme vous l'avez pensé, et ça ne s'est pas fait simplement en claquant des doigts, parce que ça a été un travail acharné qui a démultiplié un certain nombre de réunions ici dans cette pièce. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien. Alors, maintenant, on va poursuivre avec les questions. Donc, il y a effectivement une question de Madame Lavagne. S'il vous plaît, Madame, posez votre question. Monsieur le maire, ma question porte sur le rond Racine et son devenir. Quand sera-t-il mis à disposition des entraîneurs? Cette semaine, la presse hippique a mis en avant la baisse des effectifs des chevaux de course à l'entraînement. Bien que la plupart des entraîneurs de Maison Lafitte se satisfassent de la nouvelle configuration du centre d'entraînement, se pose quand même la question, excusez-moi, plusieurs entraîneurs éprouvent des difficultés votre question, si vous voulez. à trouver un endroit calme pour les poulains ou les chevaux en baisse de travail. Ils font également état d'un manque de ronds de longe pour ceux qui n'en ont pas dans leur établissement. Ce manque conduit à les inciter à utiliser certains centres de débourrage ou de pré-entraînement situés en dehors de Maison Lafitte, ce qui appauvrit les effectifs du centre. Donc, que va-t-il se passer pour le rond Racine qui a fait l'objet d'aménagements récemment? Bonsoir, merci de votre question. En effet, le rond Racine a eu un certain nombre d'aménagements, dont un rond de longe. On a refait le portail. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'électricité, donc on a fait une demande auprès d'Enedis, et dès que le portail est installé, dès qu'Enedis nous raccorde à l'électricité, le rond Racine sera mis en service. Voilà. D'autre part, juste pour votre information, le centre de Maison Lafitte ne se prête pas tellement au débourrage, vu qu'il y a des rues à traverser, et les centres de pré-entraînement qui existent un peu partout en France font partie de l'activité économique de la filière, et donc c'est aussi bien de pouvoir les utiliser. Et d'autre part, les chevaux qui n'accèdent pas aux pistes du centre d'entraînement ne sont pas comptabilisés dans les effectifs, donc ils ne peuvent pas diminuer le nombre des effectifs du centre, sachant que Maison Lafitte est le seul centre d'entraînement au premier semestre à avoir augmenté ses effectifs en France. Voilà. Et alors, Charles Jivanilovic, posez votre question. Oui, je voulais simplement, avant de poser ma question, vous rappeler la loi du 27 février sur les droits de l'opposition qui nous permet de répondre à votre réponse en moins de 2 minutes. Je vous invite à consulter son article L. Je corrigeais une inexactitude de votre part. Alors, je vais peut-être poser ma question. Effectivement, monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir que la France et la ville de Paris accueillent les Jeux Olympiques en 2024. De par son positionnement proche de la capitale et ses infrastructures sportives, notamment en matière équestre, Maison Lafitte peut jouer un rôle. Comme beaucoup de villes, nous sommes et nous avons obtenu le label Terre de Jeux. Ce label n'est pas une fin en soi, puisqu'il suffisait simplement de postuler pour l'obtenir, et de très nombreuses villes de France et d'Île-de-France l'ont obtenu. Mais il y a aussi de nombreuses villes d'Île-de-France qui ont obtenu l'accueil d'une délégation, par exemple, ou le fait d'être base arrière pour une fédération sportive. Alors ma question est simple, avez-vous pris contact avec certaines fédérations sportives étrangères? Dans quelle discipline, si c'est le cas? Et enfin, plus localement, à Maison Lafitte, que prévoyez-vous pour que la population prenne part à ce grand événement sportif? Merci pour votre question. Donc, de manière générale, effectivement, on a le label Terre de Jeux. Donc vous avez dû commencer à avoir un petit peu de communication en ville et proche des établissements sportifs. Donc il y a des kakémonos, des oriflammes. Donc on va essayer de monter un petit peu en puissance jusqu'aux Jeux Olympiques en proposant plusieurs activités, plusieurs animations. Alors je peux déjà vous dire qu'on travaille pour l'année prochaine sur une formule d'Olympiade pour les enfants. Donc ce sera en été 2023. Et de manière plus particulière, on est non seulement label Terre de Jeux, mais on est aussi base arrière.
et notamment pour le rugby à 7. Donc là, on a déjà commencé à travailler là-dessus. On en parlera un petit peu plus tard, je pense. On a commencé à créer une école de rugby à Maisons-Laffitte qui n'existait pas. On va commencer à sensibiliser la population au rugby sur l'année 2023. Donc, on va essayer de monter un petit peu en puissance. Tout d'abord en s'appuyant sur le tournoi Destination, puis sur la Coupe du Monde qui aura lieu également en France. Donc là, pour essayer de faire vraiment connaître le rugby aux Mansoniens. Et pour arriver au moment des Jeux Olympiques, à, je l'espère, on l'espère, accueillir une délégation. Donc, on a commencé à prendre contact avec certaines délégations. Il faut savoir qu'on ne sait pas encore quels sont les pays qui seront qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024. Donc, ce sera uniquement un an avant l'échéance. Donc, il y en a quand même quelques-unes où on est à peu près sûr qu'ils seront présents. Donc, on commence à prendre contact avec eux. Voilà. Et sur la partie équestre, je pense que... Vas-y. Nous sommes également base arrière pour les sports équestres. La problématique est un peu la même que pour le rugby. C'est qu'il faut se qualifier pour aller aux Jeux. Donc, on ne saura pas à peu près un an avant les Jeux quelles seront les équipes qui sont qualifiées, mais on a aussi des contacts. La difficulté pour les sports équestres, c'est que les contraintes sanitaires sont extrêmement fortes pour les chevaux. Donc, il faut qu'ils soient dans des endroits totalement isolés. Donc, on réfléchit à ça, mais voilà, les qualificatives commencent cette année avec les Coupes du Monde. Donc, on ne peut pas du tout, et c'est ce que nous répondent les fédérations, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout sûrs d'être qualifiés. Donc, on y verra un petit peu plus clair, je pense, en milieu d'année prochaine. Conclusion de l'affaire, il ne faut pas être plus pressé que le cheval. Voilà. Merci. Mais on y reviendra parce qu'effectivement, il va falloir se mettre en position. Philippe Légeois, posez votre question. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, l'augmentation des prix impacte le pouvoir d'achat des Français et en particulier des jeunes. Avant d'entrer sur le marché du travail, ils ont souvent à passer leur permis de conduire, un brevet d'aptitude d'animateur, un brevet de secourisme ou d'autres types de formations. Certaines mairies proposent de payer à des jeunes jusqu'à un certain âge une partie de ces dépenses en échange d'un travail bénévole, lié par exemple à la solidarité ou la citoyenneté. Est-ce que la mairie ne pourrait pas proposer ce type de contrat? Madame Salin va vous répondre. À propos des aides que nous pouvons apporter à des jeunes pour le permis de conduire ou autres comme un brevet de secourisme, après une estimation d'une assistante sociale ou dans le cadre de la mission locale, en fonction du reste à vivre, nous apportons une aide partielle ou totale. Nous avons déjà étudié ce cas en commission permanente du CCAS pour un jeune qui en avait besoin pour travailler. D'autre part, la mission locale, la ville verse chaque année 12 300 € de subvention qui peut servir pour ça. Voilà. Je vais être encore un peu plus précis. L'idée est la suivante. C'est qu'au vu de l'expérience d'un certain nombre de villes, notamment sur les permis, on donne de l'argent aux jeunes, il le prend, et puis ensuite, il ne passe pas le permis. Donc, il faut caler ça avec les auto-écoles. C'est-à-dire qu'il faudra certainement faire une amorce, mais il faut qu'il y ait un contrat avec les écoles, les auto-écoles, pour que le jeune aille au bout de la formation et qu'il ne s'arrête pas en temps. Et s'il va au bout de la formation, à ce moment-là, il est totalement ou partiellement défrayé. Voilà. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut vérifier ça. Quant à donner des contrats contre un travail bénévole, je pourrais me tourner vers Arthur qui me dirait, mais il y a beaucoup de jeunes de la réserve citoyenne qui donnent un coup de main sans demander quoi que ce soit. Et donc, de ce côté-là, je crois que nous avons une jeunesse qui est tout à fait, je dirais, au top niveau. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, vas-y Arthur. J'ajoute simplement quelque chose. Je suis content que vous vous préoccupiez des jeunes, monsieur Légeois, puisque ça tombe bien. On vote un texte sur la Job Academy tout à l'heure pour faire un programme de mentorat pour les orienter vers l'emploi. Donc j'espère que vous voterez. Bon, c'est gentil. Allez, on poursuit. Monsieur Droll, allez, posez votre question. Oui, bonsoir. Monsieur le maire, au conseil municipal de décembre 2021, nous vous avions posé une question sur le devenir du parking du marché suite aux décisions de la Cour administrative et du Conseil d'État qui avait rendu caduc votre projet catastrophique voté en juin 2017 par votre majorité.
Vous nous aviez alors expliqué que vous aviez un nouveau projet en préparation, que vous n'envisagiez pas de consulter les Mansoniens sur ce projet et que celui-ci serait présenté en conseil municipal en juin 2022. Depuis, nous n'avons pas de nouvelles. Je suppose que, comme pour l'hippodrome, votre réponse sera « nous y travaillons, c'est en bonne voie, ça ne se fait pas en claquant des doigts ». Mais je pose quand même ma question, où en est ce projet ? Peut-on imaginer que le terrain ne soit pas vendu à un promoteur mais reste la propriété de la ville ? Et peut-on faire le rêve fou que des Mansoniens soient informés, voire consultés, avant que la décision ne soit prise ? Alors, je vais vous dire très fermement, Monsieur Droll, que les décisions du conseil municipal se prennent ici et que celles et ceux qui essayent par l'extérieur de, je dirais, amener peut-être des idées, mais justement parfois plutôt des entraves, je suis désolé, mais j'y suis insensible. Le conseil municipal est seul souverain. Et dans le ton polémique que vous employez, je suis désolé, nous avons lancé effectivement en début d'année une consultation pour un projet sur cette place qui portait sur un pôle santé, un équipement aussi pour les personnes âgées, des capacités de parking et autres. Nous avons reçu 6 plis qui sont arrivés au 15 mars. Après un premier examen, nous avons donc écarté 3 dossiers qui ne nous paraissaient pas adéquats au regard de ce que nous demandions et nous avons travaillé le 6 avril avec, je dirais, 3 nouveaux les dossiers qui avaient été retenus. Donc, nous en sommes actuellement on est en train d'examiner effectivement ces projets qui porteraient, je vais vous le dire de manière très, je dirais très générale, résidence-service pour seniors, un pôle santé de 700 à 1000 m², dans lequel il y aura peut-être aussi des traitements pour les maladies féminines, un parking public qui permettrait d'accueillir les camionnettes, une placette et un parking sur 2 niveaux. Tout cela, nous n'avons pas encore pris la décision par rapport à fin juin, on a un léger retard et je saisirai le conseil municipal en septembre. Voilà. Quand vous dites que le projet antérieur, je rappelle tout simplement que si la Cour d'appel administrative d'appel avait fait la théorie du bilan à l'envers, on aurait bien sûr modifié ce projet parce qu'il ne correspondait plus. Je rappelle qu'il a été lancé il y a 5 ou 6 ans, si ce n'est pas 10, et qui ne correspondait plus à la situation économique. Donc, cessez de polémiquer parce que vous faites en ce moment du révisionnisme historique. On ne vous croit pas, monsieur le maire. Ben, vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Non, c'est votre vérité. Écoutez, arrêtez de drôle, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à ma dernière question. Je vous ai répondu à toutes les questions et que, bien évidemment, une fois... Pas la dernière. Oui, c'est très simple. Le conseil municipal se décidera du projet et ensuite, je recevrai certainement un certain nombre de gens qui sont intéressés par ce projet. Voilà. Tous les Mansoniens sont intéressés. Non, mais attendez, s'il vous plaît. La démocratie participative à Madame Ségolène Royal, vous la laissez... De l'information. Informée. Écoutez, on a toujours... le drôle. Cessez de faire le drôle. Je trouve que vous avez quand même un certain nombre de manières où, dans l'amalgame, vous dites tout et n'importe quoi. Alors, s'il vous plaît, sachez que nous informons, sachez qu'il y a un certain nombre de personnes que je connais, que je recevrai, et nous plaiderons notre cause. Merci. Alors, c'est pas fini, parce que... Monsieur le maire... Madame Lavagne, merci. D'information publique. Et je ne vais pas la prendre de vous. Merci. Alors maintenant, il y a encore 2-3 questions. Tonia Günther, s'il vous plaît, posez votre question. Merci. Oui, excusez-moi. L'École internationale L'Ermitage travaille avec vous depuis 2021 sur un projet d'agrandissement important sur le site du 46 avenue Aiglé. Le permis de construire est en instruction et l'équipe qui pilote le projet Ermitage Demain a récemment communiqué le programme aux parents d'élèves et aux riverains. Le projet semble abouti
et l'équipe pilote évoque déjà un échéancier des travaux et d'aménagement des classes. Pourquoi les habitants du parc, riverains ou pas, ainsi que l'ASP, n'ont-ils été ni consultés ni informés par la ville sur ce projet qui aura pour conséquence une augmentation des effectifs sur le site, pour le coup, avenue Aiglé, avenue Montesquieu, avenue Wagram, et donc un impact évident sur la circulation, le cadre de vie et une altération du caractère architectural du secteur? Alors, Serge Godert va vous poser, mais dans votre question, il y a une multitude d'inexactitudes. Allez-y, Serge. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais soulever. Vous dites à la fois vous dites à la fois que le projet est abouti, alors que la ligne d'avant, vous dites qu'il est en instruction. Je vous rappelle qu'il est en instruction et que le projet proposé sera vraisemblablement modifié au fur et à mesure de celui-ci. D'autre part, vous dites que les habitants, dans une autre ligne, et riverains n'ont pas été consultés. Or, vous dites qu'ils aient eu une réunion à la ligne d'avant avec l'établissement Hermitage Demain. Et enfin, vous dites également que l'ASP n'a pas été consultée. Or, c'est totalement faux, pour la bonne raison, c'est que monsieur le maire et moi-même, nous les avons sollicités pour qu'ils aillent voir l'ASP. Et je peux vous dire que mercredi soir, nous avions un conseil d'administration, nous en avons parlé, et effectivement, que le projet soit revu ou pas, permettez-moi simplement de vous rappeler que c'est un projet privé. Donc il dépose, et nous, on verra s'il est conforme ou pas par rapport aux attentes. Mais vous voyez que tout le monde a été informé, peut-être pas vous, mais tout le reste l'est. Voilà. Excusez-moi, monsieur Godert. Un instant, madame, s'il vous plaît. Apprenez à demander la parole, c'est aussi simple que ça. Un instant. Je vais compléter ça, parce que je suis en relation, effectivement, avec le président de l'ASP, parce que nous sommes d'accord sur un certain nombre de points. Aucun PC n'a été délivré. Aucun PC. Donc nous sommes... Bon, et moi-même, quand j'ai vu le projet, j'ai souhaité qu'il soit amendé sur certains points. Donc, ce n'est pas la peine de, je dirais, sauter à la conclusion. Tout ça, ça se fait. J'ajoute une chose, c'est qu'effectivement, c'est un projet qui est ambitieux. C'est un projet qui va permettre de recevoir un certain nombre de familles d'expatriés, et également à Maison Lafitte, et que, bien sûr, certains le voient sur le plan négatif, mais il faut le voir aussi sur le plan positif, sur cette école internationale qui sera, je dirais, un atout pour Maison Lafitte. Voilà ce que je voulais vous dire. Madame. Merci. En fait, il ne s'agit pas du tout de qualifier le projet. L'ASP a été reçu peu de temps avant la distribution de cette plaquette qui quand même montre un projet très abouti. Quand on fait une plaquette et qu'on la fait circuler dans le parc auprès de tous les parents, on estime que c'est un projet qui est... Beaucoup de parents pensent que c'est un projet signé. On a appris lors de la réunion que ce n'était pas un projet signé, que c'était uniquement en instruction. Soit les parents et les riverains, les parents ont appris ça il y a quelques jours, la semaine dernière, et l'ASP dans la foulée. Et les riverains ont eu une réunion jeudi soir, donc jeudi 23 juin. C'est à ce moment-là qu'ils ont appris ce qui allait se passer sur le site. Ils en avaient... Bien, alors, je vais reprendre ça. Lorsque cette société est venue me voir, je leur ai dit, vous faites la première chose, vous allez voir l'ASP. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. J'ajoute simplement qu'en matière d'urbanisme, et le préfet est formel, les problèmes d'urbanisme relèvent que du maire. Point barre. Et donc, la négociation, je dirais, de ce type, c'est à moi et au service à analyser, je dirais, quel est l'impact et quel est le profil architectural. Pour l'instant, je n'ai donné aucun accord. Voilà. Donc, mais réfléchissez aussi, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui permettra de valoriser notre ville, et je pense que ça sera une amélioration in fine, ce qui ne signifie pas à ce stade que le projet dont certains parlent va être accepté. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant, j'en viens à Madame Singer. Allez-y, Madame Singer. J'ai l'impression que ma question vous fait plaisir. Hein? Voilà. Bon, je vais vous la poser quand même. Alors, le 19 juin, Madame Braun-Pivet a été réélue députée de la 5e circonscription des Yvelines. Pouvez-vous nous préciser si votre attitude à son égard sera identique
à celle que vous avez eue au cours de son premier mandat, c'est-à-dire les 5 dernières années, faire comme si elle n'existait pas parce qu'elle vous avait battu. Aucune invitation, que ce soit pour des cérémonies républicaines ou des événements locaux du type de ceux où vous étiez toujours présent lorsque vous-même étiez député, aucune concertation sur des dossiers d'importance pour la ville, comme celui de l'hippodrome, à tout hasard. Mettrez-vous encore l'intérêt des Mançonniens au second plan, derrière votre fierté et votre animosité? Madame Singer, ça vous fait plaisir, hein? Vous vous sentez mieux après avoir posé cette question? Ça m'intéresse surtout. S'il vous plaît. Je suppose que vous êtes tout à fait consciente du hors-sujet. Hein? Je suis désolé, madame, c'est ma position et je suis un opposant, effectivement, à cet actuel gouvernement. Mais vous avez, dans la question, je vais relever un certain nombre... instant, madame, apprenez un peu la discipline. Parce que la présidente de l'Assemblée nationale, si vous vous comportez comme ça à l'Assemblée, elle va vous sanctionner. Je vous le dis. Alors, je vais vous dire une chose. Je n'irai pas manger les homards au palais de Lassay. Ça, c'est certain. Mais dans ce que vous avez dit... À la question, monsieur le maire. Un instant, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette indiscipline? Hein? Vous êtes bien, là, je dirais, un peu comme tous ces iconoclastes hologrammes. Bien. Alors, où vous avez totalement tort, c'est que j'avais invité notamment au vœu, où madame la députée était arrivée en retard, madame Brand-Pivet. Je vous le rappelle. Donc, dans ce que vous dites, il y a un tissu, je dirais, d'inexactitude. Sachez une chose, c'est que je resterai incorruptible vis-à-vis de ce gouvernement qui mène la France dans le mur. Merci. Ça vous plaît, vous avez déjà répondu. Merci. C'est une question de respect, monsieur le maire. Écoutez, vous allez cesser, c'est pas parce que vous êtes dans l'opposition et que vous êtes des clones de ce qui se passe par ailleurs, je vais vous répondre. Alors maintenant, j'en viens et je vais vous faire une proposition liminaire. Voilà, nous allons traiter ce soir d'un certain nombre de choses qui sont, je dirais, pas toujours faciles, mais que nous devons expliquer. Alors, je vais essayer de vous rappeler un certain nombre de points, le cadre à la fois économique et financier dans lequel se trouve notre ville, comme toutes les villes de France et de Navarre aujourd'hui. Je dis bien, je le fais de manière la plus objective possible, c'est-à-dire je rappelle les faits sans commentaire. Premièrement, nous avons une envolée des prix de l'énergie, gaz, électricité. Même si l'électricité, pour l'instant, est encadrée, la sortie va être douloureuse, à la fois pour EDF, mais aussi pour nous. L'inflation est chiffrée à 5,9 en juin 2022 par glissement. Donc, l'État vient d'annoncer, et ça c'est très intéressant et à mon avis inquiétant, qu'il allait demander aux collectivités de faire des efforts et il est envisagé une ponction de 10 milliards d'euros sur les collectivités. Donc, vous le savez, nous recevons aujourd'hui 4 millions pour le budget qui vient du budget de l'État et qui est là pour combler le déficit du transfert de la foncière départementale qui est insuffisant. Vous savez que nous avons obtenu la foncière départementale, mais que par rapport à la suppression de la taxe d'habitation, il manque encore 4 millions. Et c'est ce manque qui devait être comblé par, je dirais, un versement venant du budget de l'État. Certains ont pensé que parce que c'était les activités économiques et que la TVA allait donner à plein, que ce serait très dynamique. Eh bien, c'est faux, puisque l'atonie économique fait que l'État se dit « je ne vais pas vous y arriver et je vais demander aux collectivités territoriales de faire un effort ». Et donc, on se retrouve dans la même situation qu'on s'est retrouvé avec la DGF, c'est que à chaque fois, l'État, et ça a commencé depuis une dizaine d'années, a diminué la DGF qui est versée aux collectivités, et cette fois-ci, ça va continuer, et on verra bien sûr avec le budget. Je vous rappelle également que seuls les propriétaires vont payer des impôts à la ville. Plus de 40% qui sont locataires, même riches,
ne paieront pas un centime, un copec à la ville. Et je trouve ça plutôt curieux. Et donc, c'est ça la réalité. Et donc, nous allons examiner une série de délibérations qui méritent effectivement que l'on fasse face, car nous avons une obligation, c'est la pérennité des services publics municipaux et c'est la nécessité de faire face et de donner à la fois à nos équipements et aux services publics municipaux les moyens pour continuer leur action. J'ajoute même qu'il faudrait rajouter quelque chose, c'est, vous le savez, la montée en puissance des revendications salariales qui sont justifiées et qui vont créer, à mon avis, pas mal de difficultés. Voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaire, compte tenu du fait qu'on est dans une situation difficile, mais que nous avons les moyens, je l'espère, de faire face. Alors, je vais donc débuter d'abord, je regrette que Philippe Bouvier ne soit pas là, il y a une petite erreur sur le point 4, tu le fais, Franck, s'il te plaît. 4, mon chiffre romain. Donc il s'agit d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans la délibération du 4 avril 2022 concernant l'affectation des résultats 2021 du budget annexe du parc de stationnement. Nous vous proposons, je présente les deux, nous vous proposons donc de voter le point 4 et le point 5, à la fois l'affectation des résultats et une décision modificative. Y a-t-il des remarques? C'est une erreur matérielle qui est corrigée. Pas de remarques? Je les considère le 4 et le 5 adoptés. Alors maintenant, Anne Bailly, que je tiens ici à féliciter pour sa réactivité sur la piscine et les ennuis que nous avons eus le 18 juin. Je vous remercie, Monsieur le maire. Parlez plus près. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, je vous demande d'approuver le règlement intérieur de l'école des sports. Celui-ci fixe les modalités d'organisation des activités, d'inscription et de résiliation à l'école des sports, ainsi que les obligations des parents qui inscrivent les enfants à l'école des sports pour une application à compter du 27 août de cette année. Il n'y en a pas adopté. Alors, le point 7 en chiffres romains, c'est assez simple. Nous avons notre prestataire, bien sûr, est dans la difficulté et il doit avoir un peu plus d'argent pour pouvoir rendre ses services, sinon il n'y arrive pas. C'est le point 8 derrière. Voilà ce que nous avons décidé. Nous avons décidé, enfin, nous vous proposons, parce que vous allez me dire que si je joue Jupiter, c'est pas ça. Bon, donc, nous avons décidé qu'à partir de la rentrée, septembre, pour la restauration scolaire, l'accueil des loisirs matins, les études, l'accueil des horaires, nous allons demander à nos personnes qui fréquentent ces établissements, ou les enfants fréquentant la restauration scolaire, les parents nous donneront leurs revenus imposables, à titre confidentiel, bien sûr. Si d'aventure, il y a des parents qui disent non, je ne vous les donne pas, très bien, eh bien, ils payeront l'optimum du service, c'est-à-dire 8,40 €. À partir de janvier, nous allons donc élaborer un système où les parents payeront en fonction de leurs revenus pour permettre, je dirais, une certaine justesse et justice dans les paiements. Alors, ce sera un peu compliqué, mais on pense y arriver assez facilement, je ne sais pas, mais ce qui permettra de baisser pour certains qui n'auront plus recours au CCAS parce qu'ils auront des tarifs moindres, et pour ceux qui sont plus riches, eh bien, ils paieront davantage. C'est un système qui, à mon avis, est tout à fait, je dirais, frappé non seulement au bon sens, mais à la justice sociale dans ce domaine-là. Ça, c'est le point 7. Dans le point 8, vous avez effectivement le fait que notre prestataire, c'est-à-dire nous demande de passer de 2,70 à 2,80, soit une augmentation de 5%, compte tenu des difficultés qu'il a pour les coûts, enfin bref, toutes les augmentations de ces éléments pour calculer son prix. Avez-vous des questions, madame?
Monsieur le maire, c'est plutôt une observation. Pendant que, comme vous modifiez le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires, ce qui aurait été bien aussi, c'est d'en profiter pour raccourcir les délais d'inscription aux activités périscolaires, et en particulier aussi pour les vacances scolaires, où il faut s'y prendre un mois à l'avance, et les familles n'ont pas toujours de visibilité. Une chose, ça se demande programmer, je dirais, gouverner, c'est prévoir, mais il y a aussi du côté des services la réactivité à prendre en compte. Bon, je renote votre remarque, hein, Brigitte Boiron vous en reparlera certainement. Voilà, donc je rappelle qu'au moins à partir de septembre, jusqu'à la fin de l'année, c'est le système actuel qui va s'appliquer. Mais nous demandons aux familles de nous dire quels sont leurs revenus pour ensuite bâtir un système qui tienne compte, je dirais, des gros revenus ou des moindres revenus. Pas d'objection, adopté, je pense, sur les 2 points, le 5 et le 6. Merci. Alors, les tarifs municipaux sur les secteurs, Anne Bailly, sur les secteurs sport. Oui, merci. Il vous est demandé d'approuver la grille. Il vous est demandé d'approuver la grille tarifaire de location des équipements sportifs qui a été partagée avec vous et de l'appliquer à compter du 1er septembre 2022. Mais il faut dire l'augmentation. On a une augmentation. Attends, je vous passe la parole, Philippe. On a une augmentation d'inflation de 5,9. Nous avons décidé de faire des augmentations sur ces tarifs de 3,5 pour ne pas y aller d'un coup. Mais il n'est pas dit qu'on ne se retrouve pas encore en difficulté après. Philippe Légeois. Oui, j'avais un commentaire à faire sur cette délibération. D'accord avec ces tarifs, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a quand même 2 freins pour les Mansoniens, avec deux questions. Comment réserver, premièrement, et deuxièmement, quelle est la disponibilité de ces équipements? Donc en fait, comment réserver? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de pouvoir réserver ces équipements via l'application de la ville? Ce serait peut-être plus pratique. Et 2, indiquer les disponibilités des équipements. Je vois un exemple, par exemple, avec le beach volley, qui est complètement inaccessible, qui est réservé au club. Et un Mansonien lambda ne peut absolument pas réserver le créneau, car le club prend tous les créneaux et ne fait pas jouer forcément d'ailleurs les Mansoniens. Alors, je vous invite à adhérer au club, Philippe Liégeois, pour soutenir une association. J'ai adhéré au club de beach volley et j'ai vu que c'était assez scandaleux. Ça, c'est juste entre parenthèses, mais c'est quand même un point à remonter, que finalement, c'était un club qui faisait venir, alors le terrain est super, mais il faisait venir les personnes extérieures à la ville, donc qui adhéraient au club, et une famille mansonienne qui voulait faire un beach volley, un 3 contre 3, avait absolument pas la possibilité de réserver les terrains. Bon, alors, je ne suis pas insensible à ce que vous venez de dire, et je vais demander à Anne de regarder un peu ça. Parce que effectivement, c'est tout le problème d'un certain nombre d'associations. Lorsqu'ils ont pour utilisation un équipement, ils se l'approprient. Bon, et à chaque fois, on doit rappeler que ce sont des usagers et non pas des propriétaires, etc. Donc, Anne, il faut regarder s'il y a une possibilité de ménager des ouvertures pour, je dirais, un libre accès à cet équipement. OK? Alors, attendez, parce que là, c'était donc la location des équipements sportifs. Ça, c'est clair. Ensuite vient l'école des sports, Anne. Là encore, donc, on a fait une augmentation de... Alors, c'est une augmentation qui a été variable en fonction de l'offre. Un petit mot quand même sur les activités. En fait, c'est une activité qui accueillait 158 enfants en 2021-2022 et les places, nous avons augmenté les places, les accès à 228. Une modification, donc une augmentation de la capacité d'accueil, une modification des horaires de quelques créneaux, une actualisation des offres de services, et on en parlait tout à l'heure, une mise à disposition de la découverte du rugby en collaboration avec les clubs sportifs, les clubs de rugby de la ville, la mise en place d'un tarif trimestriel, et donc une actualisation des tarifs. Là, par contre, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a énormément de variations en fonction des différentes activités. Au total, on a une augmentation qui peut paraître, mais qui par rapport
aux animations des autres associations privées, on est bien en dessous, hein, c'est ça? On est très très largement en dessous des activités équivalentes à l'USML. Madame Kéraudrin. Oui, pour le coup, c'est moi. Non, simplement un constat pour connaître exactement cette hausse, parce que j'ai les chiffres du conseil municipal de l'an dernier, le 7 juin 2021, et par exemple sur les activités sportives 2020 pour les Mansoniens, l'éveil moteur était à 80,75, il est passé à 82 en 2021, et il passe là à 110 €. Et on a des hausses quand même très importantes, donc c'est pour ça que je le signale. Par exemple, le tennis, on était à 140,50 en 2020, 142 en 2021, on passe à 180 €. Oui, mais on est sur la plupart des cas 40% en dessous de l'offre sur Maison Lafitte. Donc ça reste extrêmement compétitif par rapport à... Et quel est le taux de l'augmentation? Si c'est fait d'une façon générale ou c'est... Non, ça s'est fait, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner un taux global. Ça a été fait par activité et en benchmarkant justement par rapport aux activités de la ville. D'une part, en gardant un tarif compétitif, mais en regardant ce qui se pratique par ailleurs. Il y a certaines activités, je pense par exemple aux activités équestres, qui étaient extrêmement peu chères par rapport à l'activité, par rapport à l'offre qui est actuellement proposée dans d'autres clubs et qui paraissait presque... La public. Il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Et madame, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit tout à l'heure en propos liminaire. Nous sommes obligés de revoir les tarifs, sinon nous n'allons pas y arriver. Et quand nous avons des tarifs des services publics municipaux qui sont encore très en dessous de ce que pratiquent un certain nombre d'associations, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc là, on passe. Attendez, c'est pas fini parce qu'il y a encore d'autres points à examiner à ce titre. C'est donc les stages sportifs vacances. Un mot également, mais ça fait partie, oui, c'était précédemment ça. Oui, c'est bon. Ensuite, il y a le centre aquatique. Et c'est encore moi. Parle plus près du micro. C'est encore moi. Il vous est donc demandé d'approuver les conditions générales de vente du centre aquatique et ce pour une application à partir du 1er septembre. Alors, il y a 7% pour la bonne et simple raison que c'est là où nous allons avoir les plus gros dérapages en coûts. Hein? Et vous avez... Alors, Anne, tu n'as pas précisé également que tu as simplifié la grille. Non, parce que je commençais par les conditions générales de vente. Je n'étais pas encore passée aux tarifs. Mais effectivement, concernant les tarifs, nous sommes passés de 69 tarifs à 51. Donc, il y a eu un travail de simplification de la grille tarifaire. Et comme vous le disiez, compte tenu des coûts de fonctionnement, une augmentation de 7% des tarifs globaux. Merci, monsieur le maire. J'ai bien compris ce que vous avez expliqué sur l'inflation à 5,9 et effectivement, les fluides, c'est très important dans une piscine. Néanmoins, ça fait une augmentation quand même assez importante. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, sur cet équipement-là, envisagé d'absorber cette augmentation, que la ville l'absorbe, et comment est-ce qu'on se situe par rapport aux piscines environnantes? Identiquement. Toutes les communes revoient leurs tarifs extérieurs, toutes sans exception. On met tous à plat. Et pour ce qui est des 7%, c'est parce que c'est là où il y a du gaz, c'est là où il y a de l'électricité, et c'est là où il y a tout un tas de prestations extérieures. Donc, c'est 7%. Oui. Je tiens à préciser que Saint-Germain-en-Laye a augmenté ses tarifs au mois de juin et procédera à une nouvelle augmentation au mois de septembre et que nous sommes malgré tout encore en dessous des tarifs de Saint-Germain-en-Laye. Le problème, il est là. Hein. Où nous avons les moyens pour faire tourner nos services publics, où on les ferme. Madame Singer, c'est votre faute. Justement, j'arrive avec une solution. C'est pas vrai. Allez-y. Je vous avais posé la question en commission, je ne sais pas si vous avez déjà eu la réponse. En fait, effectivement, ces activités sportives, elles peuvent être destinées parfois à des personnes qui n'ont pas énormément de moyens, et il y a la possibilité d'augmenter, enfin de subventionner leur inscription grâce au pass sport.
Et donc, il faut une espèce d'homologation qui doit être demandée donc par le club. Et je voulais savoir si vous aviez pu vous renseigner là-dessus. On avait pris bonne note effectivement de votre point et le dossier est en cours. Mais non, on n'a pas encore la réponse. C'est une bonne nouvelle. C'est 50 € hein, par inscription, donc ça peut aider certains. Le problème sur les coûts de la piscine, c'est que c'est quand même pas tout à fait simple. Bon, voilà, donc sur ce point 9, pas d'objection fondamentale. À l'unanimité, je vous remercie. Alors, j'en viens maintenant dans le secteur culturel, sur la location des salles. Donc, Béatrice Vivien, n'étant malheureusement absente pour des raisons familiales et de santé. Location de salles, 3,5. Parce que là, on suit également, je dirais, ce qu'on a acté pour certaines choses. Alors, sur la bibliothèque, pas d'objection? Oui, madame. Une remarque sur la location des salles, comme pour les équipements sportifs. On a hâte que ce soit sur l'application de la ville pour pouvoir les réserver et voir la disponibilité sans enquiquiner les services par des mails, des appels téléphoniques. Non, écoutez, madame, hein, on est très clair. C'est une responsabilité parce qu'ensuite on nous demande, on répond très souvent positivement aux demandes de salles, mais c'est centralisé soit au service culturel, soit au service des sports. Je suis désolé parce qu'il y a des petits malins qui vont voir ça, ben on la salle, elle est libre. Oui, mais il y a peut-être d'autres activités. Donc, c'est centralisé. Merci. Il y a d'autres villes qui le font. Oui, ben, vous allez y habiter si vous voulez, mais ici, c'est comme ça. Voilà. On va pas... Alors, sur la bibliothèque, surtout que les autres villes, vous savez, elles font... il y en a même certaines qui font payer toutes les salles. Ça ne vous a pas échappé, n'est-ce pas? Quand on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs, vous verrez que nous sommes très généreux, y compris avec les associations, y compris avec les partis politiques, où nous ne faisons pas payer, nous, à la différence de certaines villes qui ne sont pas très loin d'ici. Alors, quand vous allez regarder si l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté, méfiez-vous. Bien, alors, sur la bibliothèque, alors là, je vais le présenter parce que, voilà, on a décidé, avant, il y avait un adulte qui, à l'année, pour 10 € avait tous les services de la bibliothèque. Et donc, très bien. On a même vu, et j'ai découvert, que si vous avez des personnes qui, en hiver, veulent, entre guillemets, se chauffer et qui accèdent à la bibliothèque pour lire les journaux, ils peuvent le faire de manière gratuite. C'est ainsi, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été voté, dont acte. Et donc, pour essayer d'avoir, je dirais, la bibliothèque, ne le prenez pas mal pour certains, mais c'est peut-être dans notre ville l'atout le plus soviétique. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on pratiquait en URSS ou ailleurs, ou dans certaines villes, que la bibliothèque, ça doit être gratuit. Simplement, c'est plus comme ça que ça se passe. Je disais toujours, parce que c'était l'une des dernières négociations que j'avais fait au Quai d'Orsay lorsque les soviétiques, à l'époque, ouvraient le centre culturel soviétique à Paris et nous à Moscou, ils voulaient que les concerts soient gratuits. On les a dit non, parce que à Paris, il faut faire payer, sinon c'est méprisé. C'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de remonter un peu l'accès à la bibliothèque, tout en ayant toute une série de gratuités, comme vous le voyez. Et bien évidemment, cet argent modeste que nous allons pouvoir, je dirais, collecter, servira aussi à acheter quelques bouquins, parce qu'on verra combien ça rapporte à la fin. Ça ne va pas rapporter des milliers et des cents, hein, parce que la bibliothèque, elle était pratiquement portée par l'ensemble du fisc de la Maison Laffitte à 98-99%. Là, on monte un peu. C'est-à-dire, au lieu de demander 10, on va demander 20 € et les extérieurs 30 € à l'année. Hein, à l'année. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Sur les tarifs familiaux, est-ce qu'on n'a pas moyen d'être un tout petit peu plus généreux, entre guillemets, parce que 2 adultes et 3 enfants minimum, ça fait un... Enfin, je veux dire, c'est pas le cas général. Hein. 2 adultes, 2 enfants, ça le ferait bien aussi. 2 adultes et 3 enfants, ben, c'est la norme. C'était la norme antérieure. Le directeur voulait ça. Et moi aussi, d'ailleurs. Vous savez, 32 € et les extérieurs 45 € à l'année,
Non, mais c'est pour que 2 adultes et 2 enfants, au lieu de Parce payer... on est pour la natalité, pour équilibrer nos retraites. Oui, mais on peut peut-être tenir compte un petit peu de comment ça se présente. C'est un vote bloqué. Allez, on va pas pinailler là-dessus. Ben regardez, c'est un petit geste non, de générosité. Madame Singer, je vous ai dit non. À la place de 50 €, on les passe à 32. Non, non et non. Surtout les gens extérieurs, bon Dieu. Ils payent pas Je parle pas des extérieurs. Oui, bon, allez. Contre. Qui est contre? Personne. Adopté. Merci. Allez, hop, on y va. Il y a un moment. Hein. Alors, le conservatoire, donc, c'est 3,5. Là, également. Et les tarifs municipaux au secteur scolaire, là, on a 3,5 également. Donc, sur les conservatoires, vous n'avez pas d'objection. Et sur les tarifs municipaux au secteur scolaire, on a des coefficients qui ont été rappelés, et c'est 3,5 d'augmentation. Et le système du quotient s'applique uniquement pour les activités de loisirs, accueil du matin, du soir, avant et après l'école, centre de loisirs, mercredi et les vacances. 3,5. Pas d'objection, adopté. Alors, accueil périscolaire, la même chose, à 3,5, puisque, voilà, vous avez les chiffres devant vous. C'est pas d'objection, adopté. Alors, on continue. Sur le périscolaire, oui, non, c'est bien ça, non, je ne suis pas allé, il faut que je tourne les pages dans le bon sens. Alors, accueil extrascolaire, là encore, c'est 3,5 d'augmentation, pas d'objection, adopté. Je pense que les 3,5, hein, on est vraiment en deçà de ce qui peut être un dérapage de l'inflation, mais j'ai pensé que c'était quand même pas, il fallait quand même pas aussi matraquer parce qu'on aurait un problème. Alors, sur la restauration scolaire, donc, nous avons une augmentation d'ici, entre septembre et la fin de l'année, qui est de 5%. Et ensuite, celles et ceux, les parents qui ne donneraient pas leur revenu imposable, à partir de janvier, à ce moment-là, ils seraient au maxi. Le coût du ticket, le coût de la restauration scolaire est de 8,40. Dès septembre, oui, dès septembre. C'est-à-dire que si dès septembre, ils ne donnent pas leur revenu, ils sont au top. Je rappelle que quand même, dans certaines villes, la restauration scolaire est, je dirais, déjà plus élevée que, je dirais, un ticket unique à 4,60. Oui. Et du coup, pour ceux qui remettent leur feuille d'imposition, il y aura des tarifs dégressifs il y aura soit qui sont pas là. Soit dégressifs, oui. Ils ne sont pas présentés là. Par contre, ils ne sont pas présentés là, les tarifs. Pardon? Mais non, ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas bâtis. Ils ne sont pas encore construits, d'accord. Je vous l'ai expliqué. Nous nous donnons, parce que ce qui s'est passé, c'est que je dirais, comment vous l'appelez, le prestataire extérieur qui avait calculé un peu les choses ne connaissait pas la strate de la population et après les strates de l'INSEE. Et bien évidemment, on a dit ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on connaisse quels sont, je dirais, les revenus des parents dont les enfants vont à l'école. Donc c'est ça que nous allons obtenir à partir de septembre et ensuite on va bâtir le sujet pour la rentrée pour janvier 2023. Voilà, madame. Juste une précision, quand vous évoquez le tarif maximum de 8,40, c'est comme une sanction finalement. C'est une sanction. C'est envisagé comme une sanction pour défaut de présentation de l'avis d'imposition. Ou est-ce que ça concerne également les Mansoniens qui seraient au-dessus des seuils? Non, c'est pas une question d'être au-dessus des seuils, c'est de dire on veut savoir. Et donc si la personne dit moi je veux pas vous donner mes revenus, dont acte, hein, c'est tout. Mais c'est pas. Après, il n'y a plus rien. Le coût maxi, c'est 8,40. Sinon, ils sont à 6,90. Si par exemple, ils ont des hauts revenus, mais qui présentent leur avis d'imposition. Eh ben, à ce moment-là, à partir de janvier, il y aura un prorata. On va calculer comment ils vont être, quel tarif ils vont payer. Mais pour ça, il faut monter le logiciel pour que ça soit à la fois. L'idée que nous avons, c'est que vous savez que dans l'état actuel des choses, les familles qui ne peuvent pas payer vont toucher une aide au CCAS
Et donc ça sera terminé parce qu'on va leur baisser le coût et on va leur donner un repas pour peut-être quelques euros. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de 4,60 et sans aide du CCAS. Et pour les autres, eh bien, ils payeront, je dirais, en fonction de leurs revenus. Et ça va jusqu'à quel montant, justement? Je vous l'ai dit, 8,40. Non, 8,40, c'est pour Mais défaut même de si vous présentation. avez, c'est le maxi, c'est-à-dire, admettons, vous avez, parce que je prends le cas, vous avez un locataire, il y en a sur la ville, qui ont 10 000 euros de revenus par mois, ça peut arriver, eh bien, ils nous donnent leurs revenus, ça s'arrêtera à 8,40, parce qu'ils seront au top. Si jamais ils ne le donnent pas, ce sera 8,40, la même chose. D'accord. Voilà, mais ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu, je dirais, convaincre pas mal de gens à ce propos. Alors, maintenant, donc pas d'objection à tout ça, parce que c'est pas simple. Hein. Alors, on poursuit sur le gravage des vélos. Sandrine Coutard, allez, roule. Merci, monsieur le maire. Chiffre communiqué par la police, chaque année, 400 000 vélos sont volés. Sur ces 400 000, 100 000 sont retrouvés par la police, mais la plus grande majorité n'étant pas identifiée, seuls 8 000 sur ces 100 000 sont restitués à leurs propriétaires. En 2021, pour lutter contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles, la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, a rendu obligatoire le gravage des vélos sur les vélos neufs depuis le 1er janvier 2021 et sur les vélos d'occasion depuis le 1er juillet 2021. Donc, le gravage, ça consiste avant tout à faire porter, à graver sur le vélo un numéro unique qui sera ensuite répertorié dans un registre national avec les coordonnées du propriétaire, et ce registre national, policiers et gendarmes y ont accès. Aujourd'hui, force est de constater que le service de gravage, donc délivré sur la commune de Maisons-Laffitte, est à un coût très très bas, et surtout compte tenu à la fois des hausses des revalorisations salariales et des hausses aussi de matériaux pour ce gravage, nécessaires pour ce gravage, mais également en regard des coûts, des prix de marché, il a été décidé de revaloriser ce coût de gravage et de le porter à 10 €. Il faut également savoir que la police de Maisons-Laffitte a d'ores et déjà programmé 3 importantes opérations de gravage, de communication au niveau de la ville, le 27 juillet au niveau de la gare, le 3 août, place du Maréchal Juin, et le 24 août à l'entrée du parc 1 avenue Aiglé, en fin de journée, pour permettre à l'ensemble des Mançonniens de pouvoir venir. Donc la délibération de ce soir est de porter le tarif du gravage, le coût du gravage à 10 €. Alors, ce qui reste largement en dessous du prix du marché, oui, y compris à Maisons-Laffitte. Oui, alors il y a quand même un point complémentaire, c'est que le commissaire de police m'a dit nous avons récupéré un certain nombre de vélos et il les a mis sur le site finalement parce qu'il a récupéré un certain nombre de vélos volés, mais les gens ne les réclament pas. Et donc il faudra vérifier ce point à nouveau parce qu'il aurait en stock, c'est le cas de le dire, un certain nombre de vélos non réclamés, mais qui avaient été récupérés par la police. Je vous le signale. Bien. Pas d'objection, adopté. Alors au passage, c'est bien, mais s'il y avait des puces dans le vélo, ce serait mieux, hein, parce que c'est pas si facile. Marie-Lise Salin, les bourses d'études, plus 3,5. 27 bourses d'études communales ont été attribuées en 2021-2022. 16 bourses à 524 € pour la classe de seconde et au-delà, 11 bourses à 233 € pour le collège, soit un total de 10 947 €. Il vous est proposé de reconduire l'attribution des bourses pour l'année 2022-2023, d'augmenter le montant des allocations de bourses ainsi que le montant des quotients familiaux de 3,5 %. Pour la classe de 6e à 3e, ça passera à 241 €. Pour la classe de seconde et au-delà, 542 €. Et de fixer les conditions d'attribution de la façon suivante: être domicilié à Maisons-Laffitte, âgé de moins de 26 ans pour les élèves de classe supérieure, justifié d'un travail régulier et satisfaisant. Les étrangers doivent apporter la justification de leur autorisation de séjour. Il vous est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à dépasser les montants des quotients familiaux pour les familles rencontrant des difficultés, familles monoparentales ou au chômage. Voilà. Bien.
effectivement, vous avez un tableau sur lequel les 3 premiers hôtels de tourisme 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles, c'est pour une augmentation de 10 centimes. Le reste ne bouge pas. J'appelle votre attention sur le dernier point où il y aurait une majoration pour notamment les R&B pour lesquels on applique un tarif à 5,75. Mais c'est un pourcentage sur ce que sur ce qu'ils facturent. Voilà. Donc les augmentations sont 10 centimes sur les 3 premiers items. Le reste ne bouge pas, c'est identique. Oui, madame. Juste, je profite du fait que le conseil municipal est filmé pour poser une question qui peut être intéressante. C'est celle de rappeler les règles quand on est propriétaire d'un bien qu'on souhaite louer en Airbnb. On doit prendre la tâche de la mairie. C'est pas forcément évident de connaître le bon service. Donc, si vous pouviez rappeler la démarche, s'il vous plaît. Écoutez, c'est assez simple. C'est effectivement le service touristique. Et voilà, et on applique ensuite les tarifs. C'est aussi simple que ça. Le service touristique, l'office du tourisme. Oui, c'est le tourisme. Voilà, pas d'objection, adopté. Alors, on poursuit parce que ensuite... alors, sur le point 15, mon cher Claude. Oui, donc je reviens sur ce projet dont on a parlé tout à l'heure en début de la réunion du Conseil. La commission d'appel d'offres s'est réunie pour attribuer 6 marchés sur les 8 du pôle culturel Malesherbes, les lots gros œuvres, lot numéro 1, lot numéro 2, cloison, menuiserie, sol, peinture, lot numéro 3, électricité, courant fort, courant faible, lot 4, plomberie, chauffage, ventilation, lot 5, serrurerie, machinerie, menuiserie, voilerie, ça c'est un lot scénique, de même que l'éclairage scénique, sonorisation audiovisuelle. Le lot 1 a été attribué à la société Donato, qui est domiciliée à Buchelet, près de Mantes, pour un montant de 6 647 600,86 € hors taxe. Le lot 2, cloison, menuiserie, sol, peinture, a été attribué à la société Crown Helicap à Andrézy, pour un montant de 3 149 062,37 €. Le lot 3, électricité, courant fort, courant faible, à la société Eiffage Énergie Système Île-de-France, qui est à Poissy, pour un montant de 937 310,41 € hors taxe. Le lot 4, plomberie, chauffage, ventilation, à la société Celsio, domiciliée à Nanterre, pour un montant de 1 072 422,09 €. Le lot 5, serrurerie, machinerie, menuiserie scénique, voilerie, à la société Mécascénique à Saint-Dizier, pour un montant de 949 669,20 € hors taxe. Et le lot 6, éclairage scénique, sonorisation audiovisuelle et réseaux associés, à la société Eiffage Énergie Système Île-de-France à Saint-Denis, pour un montant de 330 211,60 € hors taxe. Donc voilà, ce sont les confirmations de ce qu'a désigné la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des remarques? Oui, madame. Je me demandais juste si quelqu'un allait récupérer un peu de matériel de l'ancienne salle Malesherbes, une association ou autre, les sièges par exemple, est-ce qu'ils seront jetés ou est-ce qu'il y a une association qui récupère? Le matériel proprement dit électrique, il n'est pas du tout jeté, il sera conservé. Les sièges, non, c'est pas récupérable. Les sièges ne sont pas dans un état merveilleux et ils sont même, je dirais, en voie de déliquescence. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des moments, le circuit court, c'est bien, mais encore qu'il faut qu'on en vaille la peine. Voilà. Pas d'objection, adopté. Alors, en ce qui concerne justement la gestion du cinéma municipal, un avenant numéro 2 et numéro 3. C'est assez simple. Notre attributaire, notre gestionnaire, a maintenant 3 cinémas.
Et donc, ce qu'il veut, c'est que chaque cinéma soit géré dans une société, c'est-à-dire ça va être Cinélab Maison Lafitte, et puis il y a ailleurs où il est, je ne sais plus, il a à chaque fois une société. Mais, pardon? Ben, mets ton micro pour qu'on t'entende. Il est à Marly et à Montmorency. Voilà. Et donc, il faut que l'on modifie, bien sûr, les liens que nous avons avec lui et qu'on puisse, notamment l'article 7, et ensuite la constitution de ces sociétés sui generis, cinéma par cinéma. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas d'objection, adopté. Alors, le concours junior entreprise, mon cher Charles-Philippe. Merci, monsieur le maire. Donc, je rappelle que s'était tenue l'année dernière la première édition du concours junior entreprise qui avait conduit à ce que 2 lauréats soient primés. Primés avec d'une part une subvention accordée par la ville de Maisons-Lafitte et d'autre part par des dotations de 3 entreprises marraines. Suite à ce succès, la ville souhaite pérenniser le dispositif et il nous est donc demandé d'approuver d'une part le règlement du concours pour l'édition 2022 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer et exécuter tout acte afférent au concours junior entreprise, notamment les conventions de parrainage. J'ai regardé la convention, Charles-Philippe, et j'ai vu que les soumissions, les candidatures doivent arriver jusqu'au 31 octobre. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu court et qu'on pourrait poursuivre jusqu'au 30 novembre? Alors, comme on a commencé à communiquer sur le concours avant l'été, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, et ça nous avait quand même permis d'avoir un certain nombre de dossiers, c'est pas un point dur, mais on peut tout à fait reporter sans que ça nous mette complètement dans le jus. Tout à fait. On peut tout à fait reporter d'1 mois si ça nous laisse un peu plus de temps. J'ai trouvé qu'avec la période, là, il y a l'été, donc septembre, octobre, novembre, pour les jeunes juniors entreprises qui veulent candidater, je crois que c'est mieux. Donc on mettra 30 novembre. Pas d'objection, madame? Juste pour connaître la date du prochain événement. De quoi? La date précise. On vient de vous dire candidature jusqu'au 30 novembre. Oui, mais à quelle date aura lieu l'événement? L'événement, il sera l'an prochain. Et vous n'avez pas d'idée de la date? Non, non, mais attendez, parce que ça, vas-y. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement de quel événement il s'agit. Je rappelle que les dossiers sont déposés, ils sont étudiés, ça conduit à ce que certains soient retenus pour qu'il puisse y avoir des auditions avec des représentants des services, des entreprises marraines et des élus. Et à partir de là, un choix est fait. Donc, il n'y a pas d'autre événement particulier après ça, à moins que quelque chose m'échappe. Ah, ben, la date d'attribution et après le jury, donc ce sera je crois qu'on avait dû dire autour de février, donc une date précise pour être communiquée au regard du calendrier qui, décalé d'1 mois, sera donc mis à jour. Est-ce qu'il serait envisageable que l'opposition fasse partie du jury pour ce concours junior entreprise moyennant tirage au sort? La protection des arbres? Par exemple. Oui, alors écoutez-moi bien. Le jury, c'est une responsabilité jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes dans l'opposition, vous y êtes bien. Merci. Nous avons donc une action qui consiste en un partenariat entre la ville de Maisons-Lafitte et l'association FACE, Fondation Agir contre l'exclusion, qui va nous permettre de mettre en place un programme d'accompagnement individualisé vers l'emploi d'un certain nombre de personnes qui en ont besoin, des jeunes mais pas que. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur un tissu d'entreprises locales et donc 10 entreprises mansoniennes avec en face 10 demandeurs d'emploi et un bel effort d'encadrement pendant 4 à 9 mois. Cet écart de période étant lié au fait que dès lors qu'un demandeur d'emploi retrouve un emploi au sein des entreprises, eh bien, on considère que le programme pour lui est accompli. Et dans ce contexte, évidemment, nous vous proposons d'approuver la convention de partenariat avec l'association FACE Yvelines relative au projet Job Academy de Maisons-Lafitte. Et donc, j'espère que notre collègue Philippe Liégeois sera cohérent avec ses préoccupations évoquées tout à l'heure. Et deuxièmement, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur.
Nous voterons pour uniquement pour faire plaisir à Monsieur Dehaene. Non, je plaisante. Monsieur Dehaene, bien que ça n'avait rien à voir avec ma question, mais bon. Non, mais je crois que c'est une bonne initiative et bon, ça rentre, je dirais, dans l'objectif de ce que nous voulons, c'est aider des jeunes à rentrer dans la vie active. C'est ça, mon cher Arthur? Des jeunes et aussi des moins jeunes, ça va de 7 à 77 ans. On ne fait pas travailler les enfants, mais ça va. Bien. Pas d'objection, adopté. Alors maintenant, on va parler un peu foncier, parce que c'est toujours quelque chose d'assez étonnant. Monsieur Godert. Et merci à vous, monsieur le maire. Bien, je vous propose de récupérer pour la modique somme de 1 euro symbolique, suite à une vente de la CD Habitat, Yvan Seront-Bien. En conséquence, il nous propose donc de racheter une petite bande de 654 mètres carrés, qu'on utilise déjà, hein, puisque c'est un trottoir, une partie le long de l'avenue Charles de Gaulle et de l'avenue Rue Cordier. Donc, je vous demande d'approuver cette acquisition lourde en finance. C'est une vieille histoire. Hein. C'est une histoire dans laquelle la ville a cédé un terrain pour la construction c'était je dirais, la société du ministère de la Défense pour loger ses officiers. Et finalement, bon, ils sont sortis, ils ont revendu tout ça, et revendant ça reste des logements, je dirais pas sociaux, mais attribués à la Défense, mais il y a un problème concernant il y a notamment un quai de bus qui a été aménagé, et il faut qu'on récupère ça pour pouvoir continuer à faire arrêter le bus à cet endroit. Et donc c'est 654 mètres carrés pour l'euro symbolique. Pas d'objection, adopté. Alors, on continue avec l'acquisition par voie d'expropriation. Là, c'est plus coton. Vas-y. Oui, en effet, c'est un peu plus coton. Enfin, on revient. On avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'un précédent conseil municipal, on avait déjà proposé, mais les estimations faites alors par les domaines étaient très excessives, compte tenu de l'état de ce bien. Donc, nous revenons avec des estimations plus adéquates, et je vous propose donc de lancer cette procédure pour faire l'acquisition de ce bien qui est en très, très, très mauvais état. Voilà. Juste une question, c'est de savoir si ces biens sont toujours squattés, habités, loués ou pas. Alors, non, il y a un terrain qui n'est plus squatté. Il y a un autre intérêt sur lequel c'est un imbroglio innommable. Et donc, il faut que... Je crois qu'il reste une famille dans un... Pardon? Au 7, oui, il reste une famille. Pardon? C'est un héritier, j'entends bien, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste là-dedans, parce qu'un jour, ça risque de s'écrouler. Voilà. Donc, voilà, donc c'est ça que l'on fait. Pas d'objection, adopté. Alors, sur la rue du Ménil, où nous avons une série de logements sociaux qui ont été construits il y a une quarantaine d'années, et là, comme vous le savez, ça revient à la ville après avoir été géré par la SEM. Et donc, ça se termine le 30 juin 22. Et il faut, avant qu'on trouve un acquéreur, et nous sommes en train de, bien sûr, chercher, il faut qu'il y ait une convention de gestion avec la SEM jusqu'à la vente. Et donc, ça restera des logements sociaux, hein, ça ne va pas partir ailleurs. Et donc, c'est une convention de gestion que nous confions à la SEM. Et alors, comme je suis le président de la SEM et qu'on ne vienne pas me dire que c'est parce que j'ai choisi ça, je vais sortir au moment du vote pour éviter les problèmes de conflit d'intérêts. Y a-t-il des questions avant que je ne sorte? Oui, il vaut mieux. Pas d'objection? Bien. Alors, je vous laisse. Tu fais voter. Tous les administrateurs de la SEM, il faut faire attention. Il faut que je lise le truc ou pas? Il faut que je lise l'article. Je dois lire l'article. Mais tu veux voter? Je vais voter, c'est tout. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, adopté.
Formidable, Thérèse. On est soigné ce soir. Ce qui est certain, c'est que la définition des conflits d'intérêts est devenue complètement ridicule, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut faire attention. Alors, ensuite, Ingrid, allez, hop. Oui, merci Monsieur le maire. Alors simplement, c'est quelques ajustements et modifications dans le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant suite à l'apparition du décret du 30 août 2021. Donc dans le règlement de fonctionnement, on a eu l'obligation de rajouter des protocoles obligatoires, donc par exemple sur l'administration des médicaments ou bien la continuité de direction. On a intégré également des articles supplémentaires tels que le développement durable ou l'accueil en surnombre. Et puis on a modifié certains articles en ce qui concerne la surveillance médicale ou bien la liste des maladies contagieuses. Voilà, donc ça c'est les modifications. Et puis on a également intégré dans le règlement de fonctionnement la nouvelle crèche des Coquelicots qui ouvrira donc au mois de septembre. Il vous est donc demandé d'approuver ce nouveau règlement de fonctionnement qui sera appliqué à partir du 23 août 2022. Question. Il n'y en a pas, on voit tout de suite à la page 38 la continuité de direction. Ça, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir un chef dans la crèche ou une chef. Voilà. Pas d'objection. Adopté, merci. Alors, j'en viens maintenant à un one-man show de Gino Necchi sur le personnel communal avenant au groupe assurance statutaire. Oui, la première question. Des décrets ont modifié les conditions de prise en charge en cas de décès, d'assurance maladie pour les salariés de la mairie. Et nous, évidemment, la commune est assurée auprès du centre interdépartemental de gestion. Et comme les conditions ont changé, c'est beaucoup plus large, eh bien, nous allons effectivement vous demander de voter un avenant pour que nous payions des cotisations en rapport avec ces modifications qui, de toute façon, nous sont imposées et qui vont dans le sens des agents communaux. Pas d'objection, adopté. Alors, la deuxième question, il s'agit du tableau des effectifs. Alors, ce tableau des effectifs, vous avez des agents qui rentrent et qui sortent. Et effectivement, lorsqu'il y a des entrées, il faut modifier leurs conditions par rapport au grade qu'ils ont, les échelons. Ça, c'est réglé. Et puis, je vais vous demander de créer des postes. Alors, l'intérêt, c'est d'une part, nous avions une directrice donc de l'action culturelle qui est partie, mais qui était sous contrat. Et donc là, nous créons ce poste pour permettre à cette directrice qui vient de prendre ses fonctions d'être en état d'être rémunérée. Et puis, nous avons aussi, ça c'est très important, un apprenti qui va arriver au service du personnel. Vous savez qu'il y a, c'est général, hein, une crise de recrutement dans la fonction publique territoriale. Et là, vous avez un apprenti qui a demandé, qui a beaucoup de qualité. Et donc, nous allons lui permettre de venir au service du personnel. C'est très bien pour lui, mais je dois vous dire que c'est très bien pour nous. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas, adopté. Et enfin, point 25, c'est ça? Oui, alors, vous savez, la dernière fois, vous avez voté l'association la fusion dans une même structure de comité social territorial et pour la commune et pour le CCAS. Et des dispositions qui nous sont imposées, mais je trouve que, alors je suis très favorable à ces dispositions parce qu'à chaque fois il fallait rentrer, sortir, refaire une deuxième réunion, c'est très très bien, mais à l'intérieur de cette nouvelle structure, il vous faut un organisme spécialement dédié pour la sécurité, les accidents du travail, donc cette dimension de sécurité au travail. Bien sûr, nous sommes tout à fait favorables à ces dispositions qui vont dans le bon sens. Remarque, il n'y en a pas, adopté, merci. Et enfin, Monsieur Lelièvre, est-ce que tu peux nous présenter cette usine à gaz? Quel dernier? C'est le point 26, relatif à la convention pour l'étude et la réalisation de prestations de services avec le SMO et le SYNC pour
un truc d'achat. Voilà, dans le numérique, je peux le faire. Ça y est, voilà. Oui, donc il s'agit d'approuver la convention cadre pour l'étude et la réalisation de prestations de services pour le segment informatique de gestion, désignant le syndicat mixte ouvert Seine-et-Yvelines numérique. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un groupement d'achat, notamment pour un certain nombre de logiciels, notamment pour les finances et autres. C'est ça. Y a-t-il des remarques sur cette avancée en mutualisation? Il n'y en a pas. Adopté. Pardon, monsieur. Allez-y. Dans la mesure où, à titre professionnel, je travaille conjointement très souvent avec Seine-et-Yvelines numérique, voilà. Je préfère soit sortir, soit m'abstenir au gré. Oui, oui, tu sors, comme ça, le temps qu'on vote, et tu rentreras après pour la session à huis clos. Mais comme ça, on évite les emmerdements, parce que de temps à temps, on a vu encore passer dans certaines villes des gens qui étaient disant, mais comment se fait-il que le beau-frère, enfin, je dirais, le petit-fils du beau-frère de la bonne, etc. Tu restes là. Donc, y a-t-il des objections? Il n'y en a pas. Adopté. Alors, attendez, c'est pas terminé. Notez le 26 septembre 2022, le prochain conseil, ou avant. Je vous le précise, ou avant, mais vous le saurez en temps et en heure. Rassurez-vous, ce ne sera pas au mois d'août, mais ce sera vraisemblablement peut-être en début septembre, justement pour traiter un certain nombre de problèmes que nous avons à traiter, notamment dans le matière de l'hippodrome. Voilà. Merci. Alors, je vais réunir le conseil à huis clos. Je vais dire, oh, il y a un certain nombre de personnes dans qui c'est ce joli barbu là qui est au fond là?